Bonjour tout le monde, merci d'être là pour une autre capsule. Avant de se lancer dans le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous remercier. Au cours des derniers jours, la popularité de la chaîne a vraiment explosé. Il y a 2 jours, j'avais peut-être une vingtaine d'abonnés. Et puis en l'espace de 48 heures, on est rendu à plus de 220. Donc ça n'aurait pas été possible sans votre appui. Merci de tous ces likes, merci de tous ces abonnements. Et j'espère que vous vous rendez compte que vous êtes partie du club select des gens qui vont s'être abonnés avant la marque des 1000 abonnés. Ce qui va faire que plus tard, quand cette chaîne va avoir pris son envol, vous allez avoir un titre bien spécial qui est de ceux qui l'avaient repéré les premiers. Donc, il reste encore du temps pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner. On va bientôt passer la marque des 1000 abonnés. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, merci aussi à tout le monde qui ont mis des commentaires. Je les ai tous lus. J'ai répondu à la plupart d'entre eux. Je pense que c'est le degré d'enthousiasme qu'on a senti et d'intérêt, ça montre bien qu'il n'y a pas tellement d'endroits pour discuter en français de la politique américaine. Et on voit qu'il y a des gens qui ont des opinions très tranchées. Ça arrive vite et fort, je vous dirais. Mais merci encore une fois pour tous ces likes, tous ces appuis. N'hésitez pas à le faire encore une fois cette fois-ci. OK. Le sujet du jour que j'ai dit un peu en rigolant, c'est qui sera le vice-président de Trump? Vous allez me dire, ben voyons, on sait déjà c'est qui. Tu veux dire qui sera le vice-président ou la vice-présidente de Kamala Harris? Mais non, je vous assure, dans les commentaires, je l'ai mis à plusieurs reprises. Je l'ai mentionné dans d'autres capsules également. Je pense vraiment que J.D. Vance a des sérieux ennuis. Extrêmement impopulaire. Comme je l'ai dit, il avait été choisi à une époque où Trump pensait qu'il était contre Trump. Trump pensait qu'il était contre Biden. Et puis, c'est plus le cas. Et J.D. Vance nous gracie de moments comme celui-ci. Là, je veux juste vous faire voir ça. Là. C'est quand même assez intéressant. Ça, c'était son premier discours en solo lors d'une réunion en Virginie. It is the weirdest thing to me. Democrats say that it is racist to believe, well, they say it's racist to do anything. I had a Diet Mountain Dew yesterday and one today. I'm sure they're going to call that racist too, but it's good. I love you guys. Ouf! Alors, voyant que personne riait ou ne parlait, il a décidé de rire lui-même de sa propre blague sur le Diet Mountain Dew qui serait raciste. Du grand charisme, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, il y a également eu cette entrevue avec Trump en duo où on a eu un beau moment comme celui-ci. If you go to 100% electric, Pennsylvania, Michigan become economic wastelands, especially Michigan. Again, another reason it's important to elect President Trump. Drill, baby, drill. Right, drill, baby, drill. Right, it's such a simple line, but it's true. Like I said, we have basically unlimited energy resources. We just have to allow our own people to get it out of the ground. Before we let you guys go, there's a few questions from fans, real quick. Have you heard DJ Donald Trump with his iPad? Not yet? I will say that my all-time favorite music video is November Rain by Guns N' Roses. The first time I ever sat on his airplane, he played November Rain by Guns N' Roses. So it was meant to be, at least a little bit. Okay. J.D. Vance, what does the J.D. stand for? Et là, on lui demande s'il savait que J.D. Vance c'était pour James David Vance. Trump va dire oui. Enfin. Alors, on voit que c'est la grande chimie entre lui et Donald Trump qui n'arrête pas de se faire demander s'il a fait une erreur. Donc, je pense que une des seules questions qui reste à se poser, c'est est-ce que Trump est capable d'admettre qu'il a fait une erreur puis de changer J.D. Vance? Il y aurait l'excuse toute trouvée de dire ah ben là, c'était si Joe Biden, si les démocrates changent leur président, je peux bien changer mon vice-président. L'excuse est toute trouvée. Je ne pense pas qu'il aurait trop à marcher sur son orgueil. Et moi, je pense sincèrement qu'il va le changer. Il y a techniquement encore le temps, même si Trump n'a pas le pouvoir de le démettre maintenant, puisqu'il y a eu une... voyons, c'est talent, ça? Puisqu'il y a eu une convention et qui a été normée formellement. J.D. Vance peut encore quitter.
Puis je vous ai déjà dit, le critère, c'est un peu, on attend que les deux conventions soient complétées, puis là, les États commencent à imprimer les bulletins de vote, puis à partir de ce moment-là, bonne chance. Mais là, c'est pas encore fait. Les démocrates n'ont pas encore tenu leur convention. Donc voilà. C'est quelque chose qui va devoir attendre. Donc, votre avis, s'il vous plaît, dans les commentaires. Est-ce que J.D. Vance va se rendre à l'élection générale? Moi, j'ai bien hâte de voir. Il y a quelque chose que je voulais voir ici, mais là, on va commencer à parler des sondages et des raisons pour lesquelles J.D. Vance ne fait pas beaucoup de sens. OK? Et en même temps, on va parler aussi de la vice-présidence démocrate. Je pense que ça vaut la peine de mentionner ici cette nouvelle dans le New York Times qu'il ne resterait plus que quelques personnes, parce que là, on a la nouvelle que Roy Cooper, le gouverneur de la Caroline du Nord, a décidé de se retirer de cette candidature-là. Gretchen Whitmer également. Donc, tout ce qui reste comme candidat, c'est les personnes suivantes. On a Tim Walz du Minnesota. Le Minnesota, qui normalement va toujours démocrate, les sondages ne donnent pas nécessairement une grande victoire aux démocrates. Donc, peut-être pour jouer en défense, on va peut-être considérer Tim Walz. Andy Beshear du Kentucky, qui est l'un des gouverneurs démocrates les plus populaires. Il a un très, très, très bon score dans son État. Mais encore une fois, le Kentucky n'est pas en jeu. Donc, c'est pas sûr que ça va être lui. Le sénateur Mark Kelly, que je vous ai déjà parlé de l'Arizona, un ancien astronaute. Le problème avec lui, c'est que oui, il a la meilleure cote parmi les candidats à la vice-présidence au national, mais le choix du vice-président n'est pas pour le national. Le national, c'est vraiment la candidature principale. Donc, c'est plus pour des raisons techniques. On va en parler dans un instant. Puis il y a Pete Buttigieg aussi qui a reçu un accueil de roi au Daily Show plus tôt cette semaine, lundi. Encore une fois, je ne pense pas que Pete ajoute grand-chose au ticket, mais des fois, quand on est dans la bulle de Washington, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je pense que ça va rester M. Shapiro pour des raisons qu'on va regarder ensemble. Regardons un instant. Je m'excuse, j'ai perdu la page. OK, c'est quand même très distrayant, là, ça. Je ne sais pas si je peux agrandir un petit peu. Voilà. Donc, on a la carte des États-Unis. J'ai mis la Virginie aux démocrates. La Virginie a voté démocrate consécutivement pour toutes les élections au Sénat et à la présidence depuis 2006. Même si les sondages donnent une certaine chose, la Virginie tend à rester démocrate. Donc, parlons un petit peu encore une fois ici de ces États-là. Si on regarde là, who's ahead in Virginia? Biden est en avance sur Trump. Et on voit quand même que Harris ici est en retard. Donc, je ne mettrai pas la Virginie tout de suite. Oui, je vais quand même la mettre, mais sous réserve de dire que présentement Harris fait un moins bon score. Je voulais vous montrer. Je vais être obligé de recommencer carrément une page 538. C'est très dommage. Depuis que Nate Silver a quitté ce site, c'est beaucoup moins bon. C'est beaucoup moins plaisant. On est obligé de naviguer. C'est vraiment plus pénible, là. Voilà. All polls. Alors, on va président General Election. Puis, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à montrer, là. OK? Premièrement, sondage général. OK? Harris, Trump, là, vous voyez, là, Harris est en avance sur le scrutin populaire dans au moins un sondage, Morning Consult. Trump ici en avance. Trump en avance ici. Trump vraiment en avance ici. On voit quand même, là, les échantillons significatifs. Là, 2000, c'est beaucoup. 11 000, c'est énorme. Là. Puis celui qui en avait plus, ben, c'est celui qui Harris est en tête. Donc, à prendre au sérieux. Regardez encore. Là, c'est le Wisconsin. Vous voyez? Harris en avance. Trump en avance. 700 dans le Wisconsin seulement, c'est bon. Donc, très serré là. Pennsylvanie, regardez ça. Trump est en avance en Pennsylvanie. Là. Trump est en avance en Pennsylvanie. Mais pas dans ce sondage-là. Lui, likely voters, c'est plus significatif que registered voters, parce que les likely voters, c'est ceux qui disent qu'ils vont probablement aller voter. Les registered, c'est juste des gens qui sont sur la liste électorale. Caroline du Nord, Trump en avance sur ces 2 points. Ce qui nous ramène à la question Caroline du Nord, vous voyez. Alors, quand on parle des candidats,
Vous allez voir le Michigan, ça c'est quelque chose que je veux vous montrer là, parce que le Nevada, Harris en avance, ici à égalité. Michigan, regardez ça, coup de tonnerre. Harris en avance par 11 points au Michigan. Harris en avance par 12 points au Michigan. OK? Là, ça change la donne drôlement, là, parce que si on peut solidement mettre Michigan du côté démocrate, là j'ai déjà mis des États qu'on avait parlé l'autre fois, là, qui sont certains de tomber d'un côté ou de l'autre. Puis j'ai été très conservateur en mettant pas la Caroline du Nord, mais j'ai quand même été un peu audacieux en mettant la Virginie. Là. Mais là, si le Michigan est assuré de tomber, là, regardez ce qui se produit si on met un Josh Shapiro. Là. Si on met un Shapiro, puis que je vous avais montré le sondage, mais j'ai envie d'aller vous le rechercher. Là. Soit dit en passant, Arizona, Harris en avance. Harris en avance. J'ai reçu un commentaire que je sais pas qu'est-ce que je mettais dans ma pipe là, pour penser que Harris allait gagner l'Arizona. Regardez-moi ça. C'est pas moi qui le dis, c'est les sondages. Là. Vous allez me dire un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire la chose est entendue. Je veux juste vous dire, c'est quand même très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, on essaye de prédire qui va être, ou alors au moins de comprendre pourquoi est-ce que les choix de vice-président sont en train d'être faits. OK? Je vous rappelle que M. J.D. Vance, il vient de l'Ohio ici, un État là, qui est sûr d'être républicain. Sûr d'être républicain. Qu'est-ce qu'il apporte à la coalition républicaine? Rien. Alors, ça aurait été bien plus intéressant pour Trump d'aller chercher une Nikki Haley. Là, je sais, Nikki Haley, là, il y a beaucoup de mauvais sang entre eux, mais elle s'est complètement rangée de son côté. Qui sait, là, s'il fallait chercher la Georgie. Mais bon, on laisse ça comme ça pour l'instant. L'Arizona, vous voyez, je ne vais pas encore le mettre. Je ne vais pas encore mettre le Nevada. Je veux juste vous faire voir si la Pennsylvanie le basculait, là, parce que Josh Shapiro, puis j'y arrive, là. Je vais juste le trouver. Californie, en passant à 59-35, là, c'est presque du 2 tiers, 1 tiers, là. C'est pas du tout serré. Puis quand je vous disais que la Floride n'est plus serrée, là, Trump mène par 7 points sur Harris dans un sondage en Floride. Voilà pourquoi la Floride ne fait plus partie des États pivots. Georgie, Trump en avance, OK? Ah, pardon, le Michigan, c'est un plus vieux sondage, mais quand même très intéressant de voir comment les choses basculent. Le New Hampshire, très démocrate. Je voulais voir celui qui montrait là, la Pennsylvanie, là, si on pouvait voir. Vous voyez qu'en Pennsylvanie, présentement, en Pennsylvanie, c'est pas facile. Harris-Trump, serré. Il y a des sondages qui donnent Trump gagnant en Pennsylvanie par plusieurs points. Un sondage ici à Harris-Trump, 10% au Minnesota. Vous allez voir que tout ça, ça s'en va quelque part. Là. Je tenais à vous montrer. Regarde d'autres sondages. Là, élection générale, Harris-Trump mène par 1. Très serré dans ceux-ci, mais ça fait déjà un bout de temps. C'est lui, je voulais vous montrer. Regardez ça. En Pennsylvanie, OK? Un sondage en Pennsylvanie. Shapiro menait dans un sondage par 10 points sur Trump en Pennsylvanie. Donc, si on était capable de faire en sorte du côté démocrate que la Pennsylvanie puisse être garantie, allons voir la carte. Donc, regardez combien de votes ça donne. Je vous rappelle que ça prend 270 pour gagner, okay? Comme le site le dit, 270 to win. Alors là, il manque 7. Alors, 7 même, bizarre de combinaison unique. Peut-être que c'est la façon dont cette carte est faite. Mais le Nevada, 269, ça pourrait suffire. Là. OK? Et c'est pourtant pas beaucoup. Mais on a vu les démocrates en avance en Arizona. On a vu les démocrates parfois en avance au Wisconsin. Ça ferait presque consolider la victoire pour les démocrates de pouvoir compter sur la Pennsylvanie. Pennsylvanie où si on avait mis Shapiro comme candidat à la présidence, Trump aurait une avance de 10 points. Donc, moi, je crois que ma prédiction est en train de se consolider sur la personne de Josh Shapiro. Je vous rappelle que il y a beaucoup de politiques d'identité aux États-Unis, que c'est un homme juif, que ça fait une femme noire de la Californie, un homme juif de la côte du Midwest. Là, la Pennsylvanie n'est pas... peut pas être vraiment facilement dite comme étant un État de l'Est, mais c'est quand même... c'est pas une élite côtière, comme ils disent. Le Pittsburgh, c'est pas exactement une ville d'élitiste, là. Alors moi, j'ai l'impression que du côté démocrate, ça va se consolider autour de Shapiro. Mark Kelly, c'est mon deuxième choix. Sinon, je ne suis pas certain qu'il reste des vraies options. J'ai du mal à croire qu'ils vont mettre un Pete Buttigieg, qui est très populaire dans la bulle politique, là, qui est très populaire dans les pundits, mais je ne suis pas certain qu'il passe tant que ça auprès du grand public. Là. Pour exciter la base, ça pourrait le faire, mais je suis vraiment pas convaincu. En tout cas,
ça pour dire, ça c'était les sujets de vice-président pour aujourd'hui. Qui sera celui de Donald Trump? Vous avez le droit de penser J.D. Vance. J'aimerais ça vous entendre dans les commentaires. Celui pour les démocrates, j'aimerais ça aussi entendre votre meilleure prédiction. Mais il me restait quand même un sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui parce que si j'arrête pas de le reporter de capsule en capsule, on va finir par être obligé de ne pas en parler. Puis c'est quand même quelque chose de très sérieux qui est la réforme de la Cour suprême que Joe Biden a mis de l'avant et que Kamala Harris a décidé d'appuyer. Comme vous le savez, la Cour suprême, récemment, les ajouts de Donald Trump, 3 juges sur les 9 qui, ont été nommés dans la controverse. Là, on parle entre autres de Brett Kavanaugh dont l'audience là, devant le Sénat, c'est vraiment pas bien passé. On a ressorti son passé lourd, avec des accusations lourdes à son égard, des inconduites en matière, pour adultes. Là. Puis, même chose, Amy Coney Barrett, là, qui est une hyper conservatrice, un peu partisane, là, qui a été nommée, encore une fois, dans une situation où les républicains avaient refusé de nommer le juge que Barack Obama leur proposait parce qu'il était soi-disant en année électorale, donc 1 an avant la fin de son mandat. Puis là, ils ont nommé Amy Coney Barrett à quelques semaines de l'élection. Donc, clairement pas des motifs, honorables. Là. Puis le résultat, c'est que la Cour, on sait, a renversé Roe contre Wade. Et donc, l'avortement n'est plus protégé aux États-Unis. Les États sont libres de le criminaliser. Les États avaient placé des lois très sévères sur les livres qui étaient prêtes à entrer en action dès que Roe v. Wade était renversé. Donc, ces lois-là sont tombées en effet. Il y a plusieurs États dans lesquels c'est illégal, presque en toutes circonstances, d'avoir un avortement, même en cas de viol, d'inceste, etc. Santé de la mère. Donc, puis en plus, là, il y a eu le jugement, quand même, on peut dire, assez controversé, qui donnait à Trump une immunité partielle pour les actions posées pendant qu'il était à la Maison-Blanche. Donc là, les démocrates sont un peu comme ça suffit. Et ils proposent, on va se le dire, là, plus pour la galerie que pour autre chose, parce que ça n'a aucune chance réaliste de passer, mais c'est pour dire, nous sommes pour la réforme de la Cour suprême, votez contre les républicains, qu'on fasse campagne contre vous. Alors, c'est de la politique, mais reste quand même que ça mérite d'être discuté parce que c'est quand même gros, le président qui annonce qui veut s'attaquer à une réforme de la Cour suprême. Je pense que la dernière fois qu'on a eu une discussion comme ça remontait à FDR pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il voulait implanter, ou après la Deuxième Guerre, quand il voulait implanter son agenda. Et ça s'était pas bien passé. Je veux vous dire que constitutionnellement, le nombre de juges... Alors, la Cour suprême est réglementée par la Constitution. Il y a plusieurs choses que si on veut changer, on est obligé de passer par-dessus la Constitution. Donc, on est obligé de faire un amendement constitutionnel. La formule d'amendement est très compliquée. Elle implique que 38 États ratifient l'amendement. Donc, il n'y a aucun des deux partis qui peut imposer un amendement constitutionnel. C'est sûr que les républicains, en passant, on tente de réunir justement le contrôle des législatures de 38 États pour imposer des amendements constitutionnels. Ils sont sur le point de le faire parce que, comme on avait déjà vu la carte, les démocrates sont concentrés dans les États populeux. Ils n'en ont pas tant. Les républicains, par contre, ont beaucoup d'États peu peuplés. Alors, s'il y a un parti qui est capable d'imposer à l'autre des amendements constitutionnels, c'est le Parti républicain en raison de tout ça. Puis les démocrates ont cette espèce de tendance à pas vraiment prendre au sérieux ce qui n'est pas la présidence puis les sénateurs fédéraux. Là, puis ils n'ont pas l'espèce de volonté à toute épreuve des républicains d'aller se battre là, jusqu'au conseil scolaire. Là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est envisageable. Fait que si on revient sur la nouvelle, donc la réforme de la Cour suprême se passe en trois grands aspects. On va en parler. Je vais juste vous montrer. Donc, il y aurait des term limits. Okay? Des term limits, donc, après 18 ans, un juge devrait quitter. Puis dans un monde idéal, il y aurait un roulement qui fait en sorte qu'à tous les 2 ans, il y a un nouveau juge qui doit être nommé.
Ça égaliserait les choses. Ça ferait qu'à tous les présidents auraient le droit de nommer 2 juges à la Cour suprême à toutes les fois, à toutes les présidences. Ça simplifierait les choses, puis ça équilibrerait un peu le jeu. Il y a aussi la question d'un code de conduite, parce que là, on sait que 2 juges, Clarence Thomas et le juge Alito, se font payer des choses qui, normalement, là, un député fédéral canadien pourrait pas accepter un cadeau de plus de 100$, je pense, là. Mais un juge de la Cour suprême est capable de se faire payer des centaines de milliers de dollars de cadeaux par des riches milliardaires, puis après ça, ne pas se récuser dans des affaires qui concernent directement les intérêts économiques du dit donateur généreux milliardaire. Donc, il en va de la crédibilité de la Cour. Et puis, c'est important cet élément-là du code de conduite que les démocrates tentent d'imposer. Mais il est loin d'être clair que non seulement ça passe la Chambre et le Sénat, mais qu'en plus, la Cour suprême ne décide pas de l'ignorer ou de l'invalider. Et puis, finalement, ils veulent passer une espèce d'amendement constitutionnel qui passerait par-dessus le jugement qui donnait une immunité à Trump là, pour dire non, le président des États-Unis n'a pas l'immunité pour des actions posées pendant qu'il était président si ces actions sont criminelles. Donc voilà, je crois que c'est les grands sujets de l'heure en politique américaine. Encore une fois, merci beaucoup pour votre intérêt. Je vous invite encore à mettre vos commentaires en bas de cette vidéo. On engage la conversation, la communauté grandit. On est rendu à plus que 100 000 impressions dans YouTube. On est rendu à plus que 10 000 vues. Il y a beaucoup de gens là, qui interagissent avec ce contenu-là. Puis je vais continuer de tâcher de vous en offrir une version quotidienne ou quasi quotidienne des plus grands développements pour vous aider à comprendre où est-ce qu'on en est aux États-Unis. Donc, sur ce, encore une fois, merci pour tout le monde, vos encouragements et insultes, là, parce que on peut dire que je me suis déjà pas mal fait insulter, mais ça me fait plaisir, je suis bien content de voir que ça génère de l'intérêt. Donc, c'est ça, on se revoit dans une prochaine capsule. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.